Salut! Dans cette seconde vidéo concernant les nombres complexes, nous allons aborder le sujet des fonctions sinusoïdales. On est parti! Dans la précédente vidéo, nous avions travaillé sur ce circuit élémentaire et on a tenté de calculer de manière algébrique la tension de sortie sur le condensateur en mesurant avec un voltmètre à la fois l'entrée et la sortie. On est arrivé à un résultat incohérent, ce qui est normal parce qu'on a essayé de résoudre de manière algébrique et pour parler de manière technique, on a essayé de résoudre ça dans l'ensemble des réels et on va voir dans les vidéos futures que ça n'est pas possible, mais pour l'heure nous allons parler des fonctions sinusoïdales. Alors il faut savoir que dans ce montage, et c'est classique au laboratoire, le générateur basse fréquence que j'ai dessiné comme ça impose au système que vous voyez ici une fréquence sinusoïdale, c'est ce qu'on appelle un régime sinusoïdal forcé. Alors au labo, en général, on travaille soit avec du sinus, soit avec du triangle, soit avec des signaux carrés. Ça correspond à différents types de mesures, mais plus généralement, quand on travaille sur des filtres, on travaille avec des signaux sinusoïdaux supposés parfaits, ou proches d'être parfaits. Alors le fait que le générateur impose la fréquence au système, comme on le voit ici, c'est une contrainte, comme on le verra, d'utilisation de nombres complexes, parce que les nombres complexes ne sont pas, leur formalisme n'est pas juste. Typiquement, par exemple, si vous envoyez des signaux carrés, où là vous auriez plutôt tendance à essayer de qualifier ce circuit dans ce que l'on appelle un régime transitoire. Alors cette formule que vous voyez ici, et qui a fait l'objet de la précédente démonstration, est incomplète parce qu'il manque effectivement le nombre J à l'intérieur. On ne va pas aborder ce sujet-là tout de suite, on l'abordera dans les vidéos futures. Évidemment, c'était faux, et je vous ai dit qu'il fallait additionner, ce que vous voyez ici, là, les signaux en quadrature. Alors, il n'est pas évident, et ça ne tombe pas sous le sens, de dessiner les tensions comme cela avec 90 degrés, et en plus, particulièrement, en quoi cette représentation ici est-elle significative ou symbolique de signaux sinusoïdaux? C'est ce que l'on va voir. Alors, je vais vous faire un rappel d'un théorème, je ne sais pas plus exactement quand est-ce qu'il est enseigné, je crois qu'il est enseigné en 6e, qui est le fameux théorème de Pythagore, et qui nous dit que le carré donc, de l'hypoténuse ici est égal à la somme du carré des côtés. Alors, quand les deux côtés sont rigoureusement équivalents, c'est ce que vous voyez ici, on obtient un angle à 45 degrés, et comme on va voir, on va tomber sur des valeurs significatives quand on a 45 degrés. Alors, le sinus de cet angle, ici, qui est ici, le sinus de cet angle alpha qui est là, il est simplement le rapport entre le côté opposé et l'hypoténuse. Alors naturellement, comme l'hypoténuse est toujours plus grande que le côté opposé, j'y reviendrai quand on parlera des ensembles de nombres, ce que l'on appelle des intelligibles premiers, eh bien forcément, la valeur du sinus de l'angle est toujours inférieure à 1. Le cosinus, c'est le rapport du côté adjacent et de l'hypoténuse. Et dans un triangle, le côté adjacent est forcément toujours plus petit que sa diagonale. Quant à la tangente, je ne vais pas trop en parler, on en reparlera probablement plus tard, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. C'est typiquement, par exemple, ce qui est utilisé quand on utilise un théodolite. Par exemple, les gens qui font comme moi, qui font de la radio, peuvent mesurer les hauteurs d'antenne à partir du sol, connaissant la distance et connaissant l'angle, peut connaître la hauteur d'un site. C'est la simple application du théorème de Pythagore. Alors il faut savoir que le théorème de Pythagore, que vous voyez ici, qui vous dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés, et donc naturellement la longueur de l'hypoténuse ici est égale à la racine carrée des carrés des deux côtés. C'est exactement ce que l'on a fait dans les tensions. C'est un théorème fondamental des mathématiques et de la physique parce qu'il intervient dans tous les calculs dans lesquels on fait des additions en quadrature. Et c'est tout simplement l'application de ce théorème. Alors quand cet angle fait 45 degrés, ce qui est le cas, puisque là, on avait dans notre mesure deux signaux ici qui étaient rigoureusement égaux à 0,707 volts, dans ces cas-là, l'angle est forcément de 45 degrés. Et dans ces cas-là, le sinus et le cosinus, c'est ici, font forcément 1 sur racine de 2. Je vous expliquerai pourquoi
quand on va parler du cercle trigonométrique. Alors on va faire maintenant, on va passer au labo en vitesse, ce circuit élémentaire que je vous représente ici, quelque part là sur le transparent, ou le slide, pour prendre un terme plus moderne. C'est-à-dire qu'on va mesurer ces deux tensions avec un oscilloscope, mais on va référencer notre oscilloscope, puisque ce générateur que j'ai est flottant, on va le référencer à partir de la masse et on va obtenir deux signaux. Ensuite, on va faire une deuxième mesure. Dans ces cas-là, on va redescendre, non pas la référence en point milieu telle qu'on l'avait là, mais on va l'amener ici, directement telle qu'elle est sur la masse. Et là, on va venir mesurer le signal directement à la sortie du condensateur. Sur une voie, on verra donc l'entrée et de l'autre côté la sortie. Et on va regarder ce déphasage que l'on a en sortie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce diagramme que je vous ai fait, qui est ce qu'on appelle un diagramme de Fresnel avec les deux tensions, il correspondait à l'addition de deux tensions en fonction de la loi d'Émaille. Et on va voir que ce n'est pas l'objet de la vidéo, mais quand on fait des diagrammes de Fresnel, ce que je vous montre ici, c'est ce que vous avez typiquement dans la plupart des ouvrages de la littérature historique, ou même quand on ne veut pas enseigner les nombres complexes. Si les diagrammes de Fresnel permettent de faire des résolutions graphiques du filtrage, ils sont quand même un peu casse-gueule, parce qu'il faut bien faire attention à la référence que l'on prend quand on fait ces diagrammes-là. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur les diagrammes de Fresnel et la résolution graphique à partir de ces diagrammes. On va faire deux mesures, telles que c'est branché ici. On va mesurer le déphasage qu'on a sur la résistance et sur le condensateur. On va regarder ça tout de suite à l'oscilloscope. Ici, on a donc la résistance de 10 kg et là, le condensateur de 10 nano. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que sur cette trace qui est ici, ça, c'est la résistance. De l'autre côté, c'est la tension aux bornes du condensateur. Et on constate qu'on a rigoureusement les mêmes tensions, c'est-à-dire 700 mV RMS pour un déphasage entre ces deux signaux de l'ordre de 90 degrés. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder directement ce que l'on a en sortie, c'est-à-dire le déphasage entre l'entrée et la sortie du filtre. Donc pour cela, c'est très simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer les sondes de scope. Donc d'un côté, on va voir l'entrée, de l'autre côté, on va voir le condensateur et on va voir ce que ça donne en sortie. Ici, on retrouve la sortie. Et on voit que la sortie fait environ 700 mV. Et l'entrée fait 1 volt. Et on constate qu'on a un écart de phase. Et cet écart de phase, il est de l'ordre de 45 degrés. On se retrouve au tableau et on va parler de la propriété des fonctions sinusoïdales. Alors, ce que l'on a vu au laboratoire, c'est qu'effectivement, on a bien des déphasages de 45 degrés de 90 degrés pardon, entre la résistance et le condensateur, mais qu'en revanche, on a un déphasage de 45 degrés sur le condensateur. Alors, je vais expliquer ça dans cette vidéo, mais tout d'abord, on va aller au tableau parce que les slides ne se prêtent pas aussi bien à la démonstration et on va tout simplement tracer un cercle au tableau comme cela, avec une craie, et de ce que vous voyez ici, on va ressortir un certain nombre de propriétés, et notamment comprendre pourquoi on ne peut pas utiliser dans les formules, et en particulier quand on fera des calculs avec des nombres complexes, les degrés qui sont si naturels à l'usage quand on utilise un rapporteur, que ce soit en tous les jours, y compris par exemple typiquement dans la menuiserie. On va repartir sur les fondamentaux. Alors je vais déjà tracer un trait qui va nous servir de référence. De là, on va repartir en traçant, à partir de ce point-là, un cercle de rayon unitaire. D'accord? On va marquer ici 0. Alors ce cercle que l'on va tracer ici, à partir de ce rayon qui est ici, on va considérer que c'est un rayon unitaire. On va partir de là et on va le tracer dans le sens antihoraire, c'est-à-dire comme cela. Ce rayon ici, on va dire qu'il est égal à 1. Qu'est-ce que ça veut dire tracer dans le sens antihoraire? Ça veut dire qu'on va le tracer dans ce sens-là. Le cercle trigonométrique est toujours dans le sens antihoraire. Alors maintenant, on va repartir aux fondamentaux et on va essayer de voir quelle est la distance parcourue à partir d'un rayon de valeur 1 sur un tour complet ici.
Alors ça, c'est assez facile à faire. Je crois que c'est enseigné au cours... je crois que ça doit être enseigné au cours moyen deuxième année, quelque chose comme ça, dans lequel on dit que la circonférence, c'est égal à 2pi que multiplie le rayon. Dans lequel le rayon ici est égal à 1 et pi 3,14, 159, 26, etc. Et ça ne s'arrête pas. C'est bien pour ça qu'on appelle ça un nombre transcendant, parce qu'on ne peut pas l'exprimer par une fraction de 2 entiers. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire? On peut dire que quand on fait un tour complet ici, comme ça, on a parcouru 2pi que multiplie le rayon est égal à 1. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va séparer ça un peu comme un gâteau en un certain nombre de parts, mais pour l'heure on va s'intéresser à quelle est la distance parcourue quand on fait un demi-tour jusque là, c'est-à-dire ici. Alors ici, il n'y a pas besoin de prendre un rapporteur pour savoir qu'on a un angle qui fait 180 degrés. Pour autant, comme on a fait exactement la moitié du chemin, on peut écrire que c'est égal à la circonférence divisé par 2. En d'autres termes, c'est 2pi r divisé par 2. Ça nous fait pi r. Donc ici, on va écrire que c'est égal à pi que multiplie r. On va faire maintenant un quart de tour. Un quart de tour, ça c'était donc un demi-tour. Ça, c'est un quart de tour. Alors, un quart de tour, ça n'est jamais que la circonférence divisée par 4. C'est égal à 2pi r divisé par 4, ce qui nous fait, là ça se simplifie, pi sur 2. Un quart de tour, c'est très exactement ici. Hop, on est d'accord, un quart de tour. Et ça, c'est pi sur 2. Fois le rayon. Et c'est égal à 90 degrés. On va faire 3 quarts de tour. 3 quarts de tour, c'est-à-dire c'est exactement où on se trouve actuellement. Là on a un quart, un demi, 3 quarts. 3 quarts de tour, ça fait 3 quarts que multiplie 2pi r. Ça simplifie et c'est égal à 3pi sur 2r. Alors ce que l'on vient de faire là, ici et là, c'est simplement l'expression des angles en rapport avec le rayon. C'est-à-dire qu'on n'a pas exprimé les angles ici en degrés, on les exprime en radians. Dans la mesure où le rayon est égal à 1, on peut parfaitement retirer, sans faire d'erreur d'ailleurs, on peut parfaitement retirer ici le R. Alors pourquoi c'est l'expression du rayon? On peut le vérifier. Ce que j'ai fait ici, c'est qu'avec ce fil de fer qui est là, j'ai donc conformé ce fil de fer à peu de choses près à celle du cercle que je viens de tracer. Ce fil de fer, en fait, représente une partie, vous voyez, du rayon qui est là. Représente le rayon, pardon, une fois que je l'ai tordu. Dans la mesure où on a écrit que C égale 2pi que multiplie R, combien de fois on a le rayon dans un cercle? Donc on a un rayon, deux rayons, 3, 4, 5. Évidemment, il manque une petite partie ici. Bah, cette petite partie, en fait, c'est égal à, si on fait 2 que multiplie 3,14, on va arrondir à 3,14, que multiplie 1 le rayon, ça fait 6,28 à peu près. C'est exactement ce qu'on retrouve ici, cette petite partie qui est là. L'expression d'un angle, ici, en fonction du rayon, c'est simplement ce que l'on appelle du radian. C'est une expression en radian. Alors, il faut savoir qu'on va être obligé d'utiliser les radians parce qu'on ne peut pas utiliser les degrés quand on va utiliser des fonctions sinusoïdales. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer ici un angle, en l'occurrence de 45 degrés, et on va projeter de part et d'autre, ici, sur cet angle θ, qui fait pi sur 4, c'est-à-dire 45 degrés, on va projeter sur l'axe Y ce que vous voyez ici, là, le point de l'angle, et la valeur que l'on obtient dans ces cas-là, ici,
c'est le sinus. Même chose sur l'axe des abscisses, où on va projeter cet angle ici, et ce que l'on va obtenir ici, c'est tout simplement la valeur du cosinus. Alors, en principe, quand on fait un cours de maths concernant la trigonométrie, on apprend un certain nombre de valeurs caractéristiques des sinus et des cosinus, sans avoir recours, bien sûr, à une calculatrice. Bon, de nos jours, on peut tout à fait utiliser une calculatrice, il suffit de connaître quelques points, par exemple, que sont le pi sur 4 et ses différents multiples. J'y reviendrai rapidement au tableau, et évidemment les valeurs de pi sur 2, des sinus et des cosinus. Ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va tracer un angle à 45 degrés, ici, dans lequel θ est égal à 45 degrés ou est égal à pi sur 4. Alors il faut savoir que le cercle trigonométrique que j'ai dessiné ici permet de trouver le sinus et le cosinus d'un angle. Alors qu'est-ce que c'est que le sinus et le cosinus d'un angle? Je vais le tracer tout de suite. Le sinus, c'est la projection de cet angle ici, sur cet axe qui est là. C'est ce qu'on vient de voir sur les transparents. Ça, ce que l'on a ici, ça ici, c'est le sinus. Et la projection que l'on a de cet angle-là ici, c'est le cosinus. C'est-à-dire si je projette ça comme ça, ce que j'ai ici, là, c'est le cosinus. Donc il s'avère que si cet angle fait 45 degrés, et c'est ce que j'ai avec mon petit fil de fer aussi, vous voyez, ça c'est égal, c'est le sinus et le cosinus au cas particulier d'un angle à 45 degrés, c'est-à-dire de pi sur 4. Dans ces cas-là, le sinus est égal au cosinus de l'angle, et c'est égal à 1 sur racine de 2. Alors ça fait partie des valeurs qu'on apprend généralement par cœur, parmi toutes les valeurs qu'on oblige à apprendre dans un cours de maths concernant le cercle trigonométrique. Alors il y a quelque chose d'abord qu'il faut retenir, c'est quelque chose de fondamental, et ça revient au théorème de Pythagore, c'est que si on écrit sinus θ au carré plus cosinus θ au carré est égal à 1. Ça, c'est l'application du théorème de Pythagore. Et c'est exactement ce que l'on avait fait quand on avait additionné les deux valeurs en quadrature. Pourquoi? Parce que si sinus de θ est égal à 1 sur racine de 2, j'écris 1 sur racine de 2 au carré, plus 1 sur racine de 2 au carré, c'est égal à 1 au carré. Racine de 2 au carré, ça fait 1 demi, plus 1 demi, est égal à 1. Et ça marche pour tous les angles, quels que soient les angles. Sinus plus cosinus carré égale 1. Ça, c'est quelque chose de fondamental à retenir quand on parlera des nombres complexes. Mais pour l'instant, on ne va pas rentrer là-dedans. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'intéresser à la projection, en partant d'ici, de ce vecteur tournant, comme ça, au travers du temps. C'est pour ça que j'ai fait un repère orthonormé, et ici, on va mettre ici le temps. Et on va regarder qu'est-ce que cela donne. Alors, si on fait tourner ça, comme ça, on va regarder ce que ça donne si on l'observe au travers du temps. Alors, quand le sinus est égal à 0, et on voit bien qu'ici, quand on est à 0 degré, le sinus de l'angle est égal à 0. Si on projette le point ici, on va arriver là. Quand l'angle fait 45 degrés, pardon, ça va nous donner une projection ici. Et ça va correspondre à un deuxième point en fonction du temps. Quand le vecteur est à pi sur 2, à 90 degrés, on va se retrouver ici. Se retrouver là.
Quand le vecteur se retrouve ici, c'est égal à 1, 2, 3 pi sur 4. On va se retrouver à nouveau ici. Quand le vecteur est ici, le sinus est à nouveau égal à 0. Donc on va se retrouver ici. Là, on va se retrouver là. Quand on est à 3 pi sur 2, ici, on va se retrouver ici. Comme ça. Là, ici. Comme ça. À ce niveau, on va se retrouver ici. Et quand on va se retrouver là, on va se retrouver ici. Donc on peut tracer maintenant cette courbe. Bon, on n'a pas beaucoup de points, mais on peut quand même tracer la courbe. Cette courbe, ça va nous donner ça. Finalement. Ça nous donne une fonction dite sinusoïdale. Ça n'est jamais que la projection, j'essaie de me mettre là pour qu'on y voit, ça n'est jamais que la projection ici du vecteur en fonction du temps. Alors on comprend déjà un certain nombre de choses. C'est qu'on comprend bien que plus ça va tourner vite, ici, plus on va tourner vite là, plus cette sinusoïde va se rapetisser. Parce que le temps, pour le coup, s'écoulera toujours à la même vitesse. On va conserver la forme, mais on va augmenter la fréquence. Alors il faut savoir que ce que l'on vient de dessiner ici, là, c'est ce que l'on appelle une période, T. Ça, c'est ce que l'on vient de dessiner, c'est une période. C'est-à-dire que T constitue la période. Alors vous savez que la fréquence, on sait que la fréquence, ça c'est un truc qu'on connaît, c'est égal à l'inverse de la période. Alors pourquoi on appelle ça une période? Parce que tout simplement quand on a fini un cycle, dès lors qu'on va redémarrer un nouveau cycle, comme ça, mais on va finalement dessiner à nouveau une nouvelle. Qu'est-ce que l'on retrouve ici? Ici on retrouve 0, ici on retrouve pi sur 2, d'accord? Là on retrouve pi sur 4, on va essayer de l'écrire mieux, pi sur 4, là on retrouve pi, là on retrouve 3 pi sur 4, ce qu'on a ici, et là on retrouve 2 pi. Alors, dans la précédente vidéo, je vous avais dit pourquoi, quand on est dans un condensateur, on a écrit 1 sur 2pi fc. Le 2pi f, en fait, il vient tout simplement du fait qu'on s'intéresse simplement, ici, à une période. Parce que dans une fonction périodique, on ne s'intéresse qu'à une seule période. Alors, en fonction de l'endroit où on va démarrer notre sinusoïde, on va obtenir des courbes légèrement différentes, mais pas au niveau de la forme. Simplement, si on démarrait ici, par exemple, on aurait une période ici, là, ensuite, voilà, etc. On aurait une courbe en déphasage qui fera l'objet du prochain chapitre dans la vidéo. Alors, ce qu'il faut retenir dans ce truc-là, c'est que ça, ici, ce que l'on a là, ça s'appelle l'amplitude. Et l'amplitude, ça correspond à notre rayon qui est là. Voilà. C'est tout simplement le diamètre de ce cercle-là. Il faut savoir qu'il y a 3 paramètres, on va y revenir. C'est l'amplitude, ici, la période et la phase à l'origine, c'est-à-dire le moment où on démarre, le moment où on fait tourner notre vecteur. C'est aussi simple que cela. On vient de voir au tableau qu'on pouvait tracer une sinusoïde par la simple projection d'un vecteur tournant et en observant le phénomène au cours du temps. Alors j'ai fait une petite animation ici, et ce que vous voyez là, c'est donc la projection de ce point, de ce vecteur tournant, au cours du temps.
Alors déjà, une parenthèse, mais je vais rester là. Vous comprenez bien qu'il y a un lien entre tous les mouvements vibratoires et les fonctions sinusoïdales. À tel point que ça, ce que vous voyez, ce que l'on voit ici, ce cercle dans lequel j'ai fait tourner un vecteur, on pourrait imaginer, et on ne ferait pas tort, par exemple, que c'est le rotor d'un alternateur, et on vient observer avec un oscilloscope à l'arrière, ici, cette fonction au travers du temps. Et c'est bien la rotation du moteur et la variation des champs qui sont engendrés à l'intérieur de ce dispositif qui est un alternateur qui nous donne une fonction sinusoïdale, c'est-à-dire qu'on observe la rotation, ici, dans ce sens, comme cela, au travers du temps d'un phénomène. À tel point que les premiers oscillateurs, avant que l'on fabrique des oscillateurs à forte puissance avec des composants électroniques, à l'époque donc c'était des tubes, ils ont été constitués de moteurs qui tournaient à grande vitesse, des alternateurs qui tournaient à grande vitesse et qui généraient ce signal-là, parce que ça peut être une onde, c'est pas obligé d'être un signal électrique, ça peut être une onde, c'est exactement le signal qui est sur une onde électromagnétique, et qui était provoqué simplement par la rotation d'un moteur. Alors on va s'occuper maintenant de regarder comment formaliser ça d'un point de vue mathématique, parce que pour l'heure on a juste fait des dessins au tableau, et on va regarder comment on peut formaliser fort des connaissances acquises sur les notions de sinus et de cosinus. On va maintenant s'occuper de formaliser ça d'un point de vue mathématique. Alors d'un point de vue mathématique, qu'est-ce que l'on a ici? On a déjà une première chose qui est l'amplitude, ici. Ça c'est l'amplitude, ça correspond bien à ce vecteur-là. Ça c'est une fonction ici, en fonction du temps, qui est ici. Ça c'est une fonction en fonction du temps. Alors, qu'est-ce que l'on fait quand on fait cette fonction en fonction du temps? Premier paramètre, c'est certain, l'amplitude est une constante. Donc c'est égal à l'amplitude. Mais cette amplitude, on la fait varier par rapport à quoi? On la fait varier par rapport à la variation du sinus, ici, que l'on voit évoluer en fonction du temps. Donc on peut dire que c'est multiplié par le sinus de l'angle. Mais ce sinus de l'angle, ici, on l'étudie, en l'occurrence, puisqu'il est reproductif, il est reproductif pendant une période, pendant une durée de période. Donc ça s'exprime par la période. Et très exactement sur un cycle, ici. Or, un cycle, ici, c'est égal à 2π. Multiplié par le temps. C'est-à-dire qu'à chaque tour, on va retracer ce truc-là. Et le dernier paramètre, ici, c'est la phase à l'origine, puisqu'on démarre ici. En l'occurrence, là, on voit bien que le sinus est égal à 0. Donc, c'est plus la phase. Donc, on a très exactement 3 paramètres là-dedans, c'est-à-dire l'amplitude, que l'on retrouve ici. Là, on y retrouve la période, et enfin, on y retrouve la phase à l'origine. Alors, la phase à l'origine, en l'occurrence, là, ici, elle est égale à 0. On voit bien qu'on démarre à 0. Mais si on démarrait notre sinusoïde ici, on démarrerait dans ces cas-là, par exemple, à π sur 4, ou n'importe quelle valeur possible. Donc, il n'y a là-dedans que 3 paramètres à retenir, l'amplitude, la période, c'est-à-dire 2π sur t, c'est-à-dire un tour complet pendant un temps, plus la phase à l'origine. Pour en finir avec la formalisation correcte des fonctions sinusoïdales, il est rare que l'on écrive la période, à tout le moins quand on va utiliser des nombres complexes, sous la forme, ce que vous voyez ici, de 2π sur t que multiplie le temps. En général, on va présenter ça sous la forme
de la fréquence, et plus précisément de la fréquence multipliée par 2π. Qu'est-ce que la fréquence? Comme je vous l'ai dit, c'est ni plus ni moins que l'inverse de la période, ce que vous voyez ici. Donc rien ne nous interdit maintenant d'écrire que c'est égal à 2π que multiplie f. Ça, c'est tout simplement l'application de la formule précédente. Ça, on l'exprime sous une lettre qui s'appelle oméga, c'est-à-dire 2πf. Et généralement, cette fonction sinusoïdale est exprimée en physique sous la forme de A, c'est-à-dire l'amplitude, que multiplie sinus oméga t, plus la phase à l'origine qui, au cas particulier de la sinusoïde qui est dessinée ici, est égale à 0. Fort de cela, rien ne nous interdit d'avoir, dans ce même cercle, deux signaux. C'est-à-dire, en fait, ici, on a, ce que vous voyez là, je balade mon pointeur laser dessus, nous avons ici deux signaux très exactement déphasés de π sur 2. Alors, on va les faire tourner ensemble et on va voir ce que cela donne. Forcément, naturellement, vous avez ici, comme vous le voyez, se déplier au travers du temps deux sinusoïdes qui sont déphasés ici de π sur 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on est déphasé de π sur 2? On est toujours déphasé par rapport à une référence. Si on considère que la courbe jaune qui est ici est 0, le déphasage, vous le voyez ici, et ce déphasage est de π sur 2. Et ce déphasage va rester constant tout au long de l'observation du phénomène. Arrivé à ce stade-là, on constate une chose. Ici, on a donc une représentation temporelle du phénomène, de cette rotation, sous la forme de deux sinusoïdes. Mais rien n'interdit finalement de réduire cette représentation à deux tensions simplement perpendiculaires, orthogonales par rapport à la référence qui est la sinusoïde jaune. Puisque l'écart de phase, représenté ici, ce que vous avez là, va rester constant, quelle que soit la durée d'observation du phénomène. Alors, si on veut maintenant additionner ces deux tensions, et c'est très exactement ce que l'on a essayé de faire quand on avait les mesures, quand on a fait les mesures, avec le voltmètre. Alors là, il suffit simplement de les additionner en quadrature en respect du théorème de Pythagore que l'on a vu en début de vidéo. Et ça va nous donner la courbe rouge qui est ici. Et si on projette cette courbe rouge, eh bien on va obtenir une nouvelle sinusoïde qui va être la somme des deux sinusoïdes jaune et bleu. Alors on voit déjà tout de suite que la somme des deux sinusoïdes jaune et bleu n'égale pas, bien sûr, la somme algébrique des deux valeurs d'amplitude des sinusoïdes jaune et bleu. Alors la formalisation mathématique de ces deux signaux va être le suivant, c'est-à-dire que l'on va avoir deux signaux rigoureusement équivalents. La seule chose qui va changer ici, c'est tout simplement les phases à l'origine, ici, c'est-à-dire une phase à 0, une phase à π sur 2, et on va obtenir une nouvelle sinusoïde qui va nous donner π sur 4, tout simplement pourquoi π sur 4? Parce qu'on voit qu'on a ici un angle de 45 degrés. Alors on va essayer de tracer ça maintenant en l'absence de toute représentation temporelle. Imaginons qu'on ait une sinusoïde avec une amplitude, en l'occurrence pour la simplicité des calculs, d'1 volt, et de phase à l'origine 0. On va partir de l'axe ici qui nous donne la référence à 0. On va tracer ça sur l'axe des abscisses. On va avoir une seconde sinusoïde déphasée de π sur 2 avec, comme vous pouvez le constater ici, une amplitude également de 1 volt et une phase à l'origine de π sur 2. Donc on va la tracer comme ça. Et on va tracer sa valeur, l'addition de ces deux signaux. Alors, quelle est la formule résultante de cela? La formule résultante de cela, ça veut dire qu'on a une amplitude, déjà, qui est égale, l'amplitude de cette sinusoïde que l'on va tracer, qui est égale à racine de 2. Alors, pourquoi racine de 2? Ça, tout simplement, je vais l'écrire ici. Tout simplement, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a A1, en respect au carré. Ça, c'est A1, A2, ce que vous voyez là.
plus A2 au carré qui est égal à cette sinusoïde qui est ici, à l'amplitude de la sinusoïde qui est là, qui est égale à A3 au carré. Donc ça fait 1 au carré plus 1 au carré. Ça, c'est égal à 2. 1 au carré plus 1 au carré, c'est égal à 2. Et donc, par voie de conséquence, ça implique que ici A3 est bien égal à racine de 2. Est égal à racine de 2. Alors quant à la phase, on la voit là, on pourrait la mesurer là pour le coup avec un rapporteur, hein, ça fait 45 degrés, ça on le sait. On pourrait l'utiliser, c'est-à-dire en radian pi sur 4. Donc on peut écrire que la phase est égale à pi sur 4. Et ça va nous donner une formule qui est la suivante, c'est-à-dire racine de 2 sinus oméga t plus pi sur 4, sachant que racine de 2, ça nous fait quelque chose, enfin c'est relativement égal à 1,414 volts. Voilà, on a fini concernant cet épisode sur les fonctions sinusoïdales. Ce qu'il faut retenir, essentiellement, c'est que quand on rencontre des composants réactifs ou capacitifs, ils sont forcément déphasés de pi sur 2. On verra ça dans le détail dans une deuxième vidéo, et on verra en quoi le formalisme mathématique des nombres complexes, qui ne sont autres que la représentation que vous voyez ici, finalement, va nous permettre de faciliter les calculs et surtout, on verra, surtout de pouvoir interpréter toutes les formules que vous pouvez rencontrer, que ce soit d'ailleurs dans la littérature historique ou même dans la littérature moderne concernant l'électronique analogique. Salut et à bientôt sur les ondes.